Monsieur Jacques, est-ce qu'on peut commencer? Oui, tout à fait, ouais, sans problème. D'accord. D'accord. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à toutes les personnes qui suivent en ligne ce webinaire organisé conjointement par le Centre des études doctorales langues, sciences humaines et arts, le laboratoire CEDUC et le master ingénierie de la formation, technologie éducative et communication. Nous avons le privilège et l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui un invité de marque, M. Jacques Rodet, à qui je souhaite la bienvenue en lui adressant au nom du comité d'organisation mes vifs remerciements d'avoir accepté notre invitation. M. Jacques Rodet est un acteur de la formation à distance depuis plus de 20 ans. Formé à la TELUC au XXIe siècle, ses engagements professionnels ont pris de multiples formes: directeur d'organismes de formation, formateur, tuteur à distance, consultant, maître de conférences, concepteur pédagogique, conférencier et auteur. Il partage actuellement son temps entre le Centre national de la fonction publique territoriale, où il est ingénieur tutoral et l'enseignement universitaire, en particulier à Rennes 1 et la Sorbonne Université, dans des masters de Digital Learning Manager. Ses recherches et propositions portent essentiellement sur le tutorat à distance et il est l'animateur de TAD, le réseau du tutorat à distance qu'il a initié en 2003. Mesdames et messieurs, la mise à distance de la formation ne peut se limiter à la médiatisation et la diffusion des contenus de cours. Comme dans toute modalité de formation, la présence humaine et la médiation sont indispensables à la construction des connaissances et au développement des compétences. Donc, cette conférence arrive à point nommé car elle nous permettra de développer ces points avec un spécialiste éminent du domaine. Et lors de cette intervention intitulée Ingénierie tutorale, comment préparer les services tutoraux offerts aux apprenants à distance, après avoir situé le tutorat à distance, seront présentées les actions d'ingénierie qui président à la délivrance des services tutoraux aux étudiants. Alors, on démarre cette conférence et au préalable, je voudrais informer les personnes qui nous suivent qu'ils peuvent poser leurs questions par écrit sur le service chat. Je vous demanderai également de couper vos micros et je vous informe que ce webinaire sera enregistré. Donc, sans trop tarder, je donne la parole à M. Jacques Rodet pour présenter sa conférence. À vous la parole, M. Jacques. Merci beaucoup, Monsieur El Gambour. Alors, c'est un réel plaisir de m'adresser à vous. Bonjour à chacune et chacun. Je ne connais pas Oujda au Maroc. Je suis simplement allé à Rabat et à Tanger. On vous invite à visiter Oujda et l'université Mohamed Ier. C'est un vrai plaisir pour nous, monsieur. Et donc, oui, je vais aborder aujourd'hui cette question de l'ingénierie tutorale parce que on peut s'apercevoir que fréquemment, lorsqu'une organisation souhaite mettre à distance une offre de formation, que ce soit entièrement à distance ou de manière hybride, ses premières préoccupations sont souvent d'investir dans une plateforme, dans un LMS. Puis, il y a énormément d'efforts qui sont consacrés à la production des ressources. Alors, il est préférable effectivement que cette production des ressources intervienne après un réel travail de conception pédagogique, mais l'expérience me fait dire que ce n'est pas toujours le cas. On a une plateforme, il faut mettre des ressources, alors on en récupère à droite, à gauche, on en fabrique aussi quelques-unes. Et en fait, on ne se pose pas réellement la question, la plupart du temps, de comment ce dispositif va être reçu et perçu par les apprenants. Or, moi, je prétends que l'ensemble des services d'accompagnement des apprenants à distance, il est nécessaire de les configurer, de les préparer
dès la conception pédagogique. Alors, bien sûr, je reviendrai dans un premier temps sur ce que l'on entend par tutorat à distance, qui est un mot assez valise. Il y a plein de tuteurs, des tuteurs juridiques, voilà. Mais dans le cadre de la formation à distance, ça a une signification bien particulière. Et puis, dans un deuxième temps, je vous présenterai les actions qui peuvent être menées et les méthodes qui peuvent être utilisées pour réaliser ces actions, pour dimensionner les services tutoraux d'un dispositif. Donc, on va passer ça. On va commencer par la place et l'enjeu du tutorat à distance. Alors, une définition. Le terme tutorat, eh bien, on peut en tirer la racine tuteur, qui en latin veut dire celui qui garde, celui qui protège, qui est un curateur, donc qui apporte du soin, quoi, en quelque sorte, qui prend soin. Dans Wikipédia, bon, j'ai largement participé à la définition du tutorat à distance qu'on trouve sur Wikipédia. On insiste sur plusieurs points. Tout d'abord, l'objectif principal du tutorat à distance, c'est de soutenir les apprenants dans leur parcours d'apprentissage. Donc, ça veut dire qu'il n'y a de tutorat à distance que dans des dispositifs où il y a des activités distancielles, bien évidemment. Les objectifs premiers du tutorat à distance sont de rompre l'isolement des apprenants. Il peut y avoir un réel ressenti d'isolement par des apprenants qui ne se rencontrent pas, qui ne rencontrent pas leurs enseignants, leurs formateurs, et qui sont finalement face à un dispositif où ils vont pouvoir consulter des ressources, mais finalement, on les amène à devoir prendre en charge complètement leur parcours d'apprentissage. Et ce n'est pas forcément aisé pour tout le monde. Donc, le but du tutorat à distance, c'est bien de faciliter l'atteinte des objectifs pédagogiques. Et souvent, même assez régulièrement, je définis le tutorat à distance comme une relation d'aide, c'est-à-dire vraiment apporter du soutien aux apprenants. Donc, il y a plusieurs raisons d'être, des raisons d'être historiques. Rompre l'isolement, on vient de le voir, mais le plus important, c'est certainement de lutter contre l'abandon. Et on s'aperçoit qu'un dispositif sans tutorat peut enregistrer des taux d'abandon qui dépassent les 90%. Et ça, c'est quelque chose qui a été observé, quelle que soit la génération de formation à distance concernée. Les premières formations à distance sont les cours par correspondance au XIXe siècle. Et dès ce moment-là, on a des taux d'abandon très importants. Puis ensuite vient la radio, qui a été très utilisée par exemple en Australie, puis la télé, enfin les systèmes informatiques divers et variés, puis l'avènement du web. Dernièrement, enfin ça fait maintenant quelques années, les MOOC, mais c'est le dernier dispositif qui est réellement apparu au XXIe siècle. Eh bien, dans tous ces dispositifs, à chaque fois qu'il n'y a pas de services tutoraux qui sont offerts aux apprenants, on enregistre des très forts taux d'abandon. Or, ça pose quand même quelques questions, parce qu'on ne met pas en place des formations ou un enseignement universitaire pour voir les étudiants abandonner, au contraire. Donc, on a tout intérêt à mettre en place des services d'accompagnement qui permettent bien, de lutter très efficacement contre l'abandon. On arrive à inverser la proportion. C'est-à-dire que dernièrement, j'ai animé une formation de formateur qui s'est passée entièrement à distance. Ça, c'était très lié à la pandémie. D'habitude, c'est une formule hybride. On avait 15 demandeurs d'emploi qui se reconvertissaient, qui avaient une appétence, bien sûr, pour le numérique, mais des usages assez variés et pas toujours très développés.
Et eh bien, ces 15 personnes, on a réussi à les amener au bout. Donc là, on était à 100%, hein, vous voyez, parce qu'on avait un système d'accompagnement important. Alors, faire réussir les apprenants, et la réussite d'un apprenant, bien sûr, elle peut être académique, hein, c'est-à-dire que quand l'apprenant a souscrit de manière positive aux évaluations, aux soutenances, etc., bon, il a atteint les objectifs pédagogiques, les objectifs académiques. Donc ça, c'est un niveau de réussite. Mais souvent, quand on s'engage dans une formation, et surtout quand ce sont des formations longues ou des formations diplômantes, des formations de reconversion, etc., ben souvent les individus ont aussi des objectifs personnels de formation. Et faire réussir les apprenants, c'est aussi les aider à atteindre leurs objectifs personnels, même s'ils n'ont pas été repérés et pour cause, hein, au moment de la conception du dispositif. Et puis, un objectif certainement transverse, mais qui se révèle aussi un moyen en formation à distance, c'est d'amener les apprenants à exercer leur autonomie. Alors, vous voyez, j'ai pris cette illustration d'un grand-père qui apprend à sa petite fille à faire du vélo. Vous savez, quand on apprend à un enfant à faire du vélo, on met, bon, l'enfant est sur le vélo, mais on met quand même une main sur le guidon, puis une main sous la selle. Puis, au bout d'un certain temps, on enlève la main du guidon, c'est l'enfant qui dirige le vélo et qui arrive à coordonner cette direction avec le pédalage. Et puis, ensuite, de temps en temps, on enlève la main, hein, de dessous la selle. Puis à un moment donné, on l'enlève complètement, l'enfant part, et souvent il y a quand même une chute, hein. Donc il faut bien évidemment aller réconforter l'enfant, le faire remonter sur le vélo, etc. Bien, ça, c'est assez illustratif, hein, finalement, de ce que l'on fait en matière d'accompagnement d'apprenants à distance. Il y a de l'étayage, les deux mains, une qui tient le guidon et l'autre la selle. Puis après, on désétaye, c'est-à-dire qu'on enlève progressivement cet étayage. Et ensuite, eh bien, on est attentif à la manière dont l'apprenant va exercer son autonomie et on va être là pour lui apporter des conseils, l'amener à adopter une posture métacognitive, c'est-à-dire une posture réflexive qui lui permet de mieux se connaître comme apprenant, de connaître ses forces, ses faiblesses, ses pistes d'amélioration, etc. Alors, bien sûr, c'est d'abord un enjeu pédagogique, hein. Ici, j'ai repris le triangle de Jean Housset, hein, donc à chacun des sommets, le savoir, le formateur et l'apprenant. Et les processus qu'il a identifiés. Le processus enseigné, qui est finalement le rapport que l'enseignant, le formateur entretient avec son domaine d'expertise. Le processus apprendre, qui est la confrontation de l'apprenant justement à ce savoir, et le processus formé, qui eh bien, consiste à interagir en des interactions entre le formateur et l'apprenant. Et très clairement, le tutorat à distance se situe dans le processus formé pour soutenir le processus apprendre. Et donc, il s'agit de moins enseigner, de plus former, de plus accompagner, de plus soutenir et de plus aider. J'avais un enseignant, Pierre Gagné, de la Téléuniversité du Québec, qui avait cette formule qui m'avait frappé à l'époque. Il disait « Enseignez moins pour qu'ils apprennent plus ». Et effectivement, on s'aperçoit, alors ça a été les dérives par exemple du e-learning au début des années 2000, où finalement tous les efforts étaient portés sur la transmission du message, donc sur du transfert d'informations. Mais on sait bien qu'une information, pour qu'elle puisse devenir une connaissance pérenne pour l'apprenant, eh bien, il faut mettre en action l'apprenant. Il faut lui faire faire un certain nombre de choses. Et donc, lorsqu'on fait une conception pédagogique, prévoir suffisamment de temps, accorder suffisamment de temps aux activités de production, qu'elles soient individuelles, collaboratives, c'est important.
Et si vous voulez, souvent, on voit des dispositifs où on a simplement de la transmission d'informations, puis un quiz. Alors, un quiz qui est une activité d'évaluation. Alors, c'est certainement insuffisant pour développer les compétences des individus, puisqu'une compétence, eh bien, on la mobilise dans l'action. Et si on ne fait que consulter des ressources, je ne dis pas qu'on n'agit pas, mais en tous les cas, ce n'est pas une action de production. Donc, le tutorat, c'est bien d'aider aussi les apprenants, notamment une aide méthodologique, lors de la réalisation de leur production. Alors, c'est aussi un enjeu de service. Et pour qu'un service soit efficace, il faut qu'il soit disponible. Lorsqu'on interroge les apprenants, sur les qualités qu'ils souhaitent trouver chez leur tuteur. La première, c'est la disponibilité. Alors, la disponibilité, bien évidemment, ça se cadre. On ne peut pas être disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, bien sûr, il faut identifier les temps d'interaction, les temps d'échange, les temps d'intervention tutorale qui vont pouvoir être investis par les apprenants et qui permettent de délimiter finalement le travail du formateur-tuteur. Mais il y a aussi nécessité, pour qu'un service soit efficace, qu'il soit de qualité et qu'il procure de la satisfaction. Donc, la satisfaction, bien évidemment, on va pouvoir la mesurer plutôt a posteriori, à travers des enquêtes, etc. Par contre, la qualité, eh bien, c'est quelque chose qui va être conditionné par l'ensemble des actions de conception de ces interventions tutorales que l'on va faire en amont. Ensuite, il faut que le support à l'apprentissage arrive juste à temps. Si par exemple, voilà, il y a une activité à réaliser, mais qui va se situer peut-être 3 semaines après le démarrage de la formation, si on apporte du soutien méthodologique 3 semaines avant la réalisation de l'activité, il est certain que ça va plutôt être une surcharge cognitive pour les apprenants et en fait, ils vont l'oublier. Et puis, ils devront y retourner ensuite lorsqu'ils seront à la tâche de l'activité. Donc, juste à temps. Et puis aussi, juste ce qu'il faut. Et ça, c'est important, notamment pour aménager l'exercice de l'autonomie de l'apprenant dont on parlait tout à l'heure. Moi, à chaque fois que je fais une intervention tutorale, je me pose une double question. Est-ce que j'en fais assez pour apporter du soutien à l'apprenant? Est-ce que je n'en fais pas trop? Et si j'en fais trop, il y a un risque très important de créer un lien de dépendance de l'apprenant vis-à-vis de moi. Et ça, c'est le contraire du tutorat, puisque justement, on veut amener l'apprenant à l'autonomie. Donc, j'irais même qu'un tuteur qui rend ses apprenants dépendants de lui-même, c'est une faute professionnelle, tout simplement. Donc, bien mesurer ce qu'il faut apporter, à quel moment il faut l'apporter, et en suivant un certain nombre de principes de qualité qui ont été définis préalablement, tout ça dans un temps, dans une disponibilité cadrée, mais tout ça amène effectivement à produire de la satisfaction des services tutoraux auprès des apprenants. Alors, il y a aussi un enjeu de retour sur investissement. Alors, je sais qu'à l'université, on n'y est pas forcément complètement sensible, mais moi, j'interviens à la fois dans le monde privé, dans le monde public, à l'université, et il y a quand même dans cette question économique, elle est quand même importante. Donc, la première chose, c'est que le tutorat va réduire fortement les abandons. Donc, il va créer une fidélisation des clients. Si vous avez des apprenants qui en sont à leur première expérience de formation à distance et que ça se passe mal, qu'ils ne persévèrent pas,
qu'ils n'atteignent pas leurs objectifs, qu'on ne leur offre pas de soutien, il y a peu de chances qu'ils se réinscrivent à une autre formation à distance. Par contre, si effectivement on leur apporte du soutien, bah, ça va amener à une réelle fidélisation et donc on va pouvoir leur proposer des suites de formation. Et puis, le tutorat va favoriser la réussite des apprenants. Et en favorisant la réussite des apprenants et en communiquant là-dessus, hein, eh bien, le tutorat devient un réel argument d'engagement et même, je dirais, un argument concurrentiel. Fréquemment, hein, je suis sollicité par des personnes qui souhaitent faire un master en digital learning, hein, et qui me demandent des conseils, où s'adresser, etc. Et je leur dis toujours, ben, regardez ce qui est proposé, ce qui est présenté en termes d'accompagnement de votre parcours, comment vous allez être soutenu dans votre parcours, parce que quelque chose qui vous sera utile. Et donc, c'est vrai que une structure qui propose de la formation à distance en présentant la manière dont les apprenants vont être accompagnés, donc en définissant leur politique tutorale, eh bien, ont un avantage concurrentiel sur les autres. Finalement, je dirais que le tutorat, c'est un investissement, certes, mais c'est un investissement rentable. Alors, quand on parle de tuteur, on parle souvent du tuteur au singulier. Hein, et on va s'apercevoir que ce n'est pas forcément, ce qui est le plus efficace, hein, à mettre en œuvre. Alors, voici ici, hein, quelques besoins de soutien que j'ai tirés, hein, d'expressions d'apprenants dans les années passées. Et vous voyez que c'est extrêmement varié. C'est-à-dire que souvent, quand on pense au tutorat, on pense au soutien sur la compréhension du contenu enseigné. Hein. Donc, tout ce qui relève du plan cognitif. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a bien d'autres besoins de soutien, hein, et de soutenir sa motivation, aider la personne à identifier sa façon d'apprendre, apporter des méthodologies qui soient appropriées, répondre aux questions diverses et variées, être capable d'écouter l'apprenant dans l'ensemble de ces caractéristiques qui conditionnent son parcours. On l'a bien vu pendant la pandémie, hein, on a été obligé, pour assurer la continuité pédagogique, et bien de basculer en distanciel. Et on ne sait pas toujours, on n'a pas toujours pris soin de vérifier que les élèves, là en l'occurrence, étaient dans des conditions à la fois d'accès à l'outil, mais aussi de conditions confortables pour réaliser leur apprentissage. Alors bien évidemment, tout ça, il faut le prendre en compte lorsqu'on veut accompagner de manière personnelle les individus. Alors les fonctions tutorales sont décrites, hein, dans la littérature scientifique qui traite du tutorat à distance, et c'est même une littérature qui est très abondante. Dans TAD, donc le réseau que j'anime, on a une base documentaire scientifique consacrée uniquement au tutorat à distance, et c'est une base de données, une base documentaire uniquement francophone. Hein, voilà. Et on recense plus de 200 articles de revues scientifiques, des mémoires, des thèses uniquement consacrées au tutorat à distance. Alors, moi, c'est un corpus que je connais bien, que j'étudie depuis un quart de siècle maintenant. Et donc, il y a une dizaine d'années, oui, peut-être même un petit peu plus, j'ai essayé de dégager un consensus relatif entre les auteurs, savoir finalement comment ils parlaient des fonctions tutorales. Alors, ces publications, hein, elles viennent essentiellement de la recherche et donc de la recherche universitaire. Non pas que dans le domaine privé, il n'y ait pas des choses qui se fassent,
Mais en fait, une entreprise, lorsqu'elle a appris des choses, elle n'est pas encline à les communiquer parce qu'elle considère que c'est un avantage concurrentiel. Nous, dans le domaine académique, bien évidemment, on partage, et même les enseignants-chercheurs publient parce que ça conditionne en partie leur carrière. Alors, ça introduit donc un petit biais quand même, hein, d'autant plus qu'on a beaucoup de personnes qui ont fait de la recherche sur le tutorat à distance, mais qui ne l'ont pas pratiqué. Voyez, donc, finalement, dans cette littérature, elle est assez prescriptive. Hein, on dit le tuteur doit faire ci, le tuteur doit faire ça, etc. Alors, au bout de cette étude, hein, de cette littérature, j'ai dégagé un certain nombre de fonctions tutorales où là, on avait quand même un consensus assez large, hein, entre les auteurs. Alors, la première fonction, c'est une fonction d'accueil et d'orientation. Il faut accueillir les apprenants dans le dispositif. Alors, quand c'est des formations hybrides, souvent on a un regroupement, mais si c'est tout à distance, eh bien, il faut aménager des activités, notamment des activités de socialisation, pour accueillir les apprenants et aussi les orienter. Ça, c'est un gros avantage du digital learning, c'est qu'on va, si on positionne une petite évaluation diagnostique, on va pouvoir ensuite proposer aux apprenants un parcours qui correspond en fait à leur montée en compétences en fonction de ce qu'ils connaissent déjà. Hein. Donc, sur un même parcours, toutes les personnes ne vont pas forcément suivre toutes les mêmes modules. Hein. On peut varier. Donc, ça nécessite effectivement d'orienter. On appelle ça, je ne sais pas si vous l'appelez pareil au Maroc, mais nous, on appelle ça en France un plan individuel de formation. Hein. Voilà. Ensuite, il y a une dimension, une fonction organisationnelle. En fait, à distance, l'institution et les formateurs reportent sur les apprenants un certain nombre de fonctions, de tâches, de responsabilités. Par exemple, organiser son espace d'apprentissage. Hein. Et donc, il y a besoin effectivement d'aider les apprenants à s'organiser de ce point de vue-là. Bien sûr, il y a une fonction pédagogique, hein. Donc là, je ne vais pas m'étendre dessus, mais elle est tout à fait comparable à celle qu'on peut vivre en présence. Une fonction motivationnelle, il s'agit de soutenir la motivation des apprenants. La motivation, on ne la crée pas, mais on peut aider l'apprenant à la maintenir, à la renouveler lorsqu'il y a eu justement des baisses de motivation. Une fonction socio-affective, alors à deux dimensions. Tout d'abord, aujourd'hui, avec les outils qui sont à notre disposition, on peut de plus en plus proposer des activités collaboratives. Collaborer à distance, c'est pas inné. Hein. Il y a besoin d'aider les gens à s'organiser. Et puis, une dimension aussi affective, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on n'aime pas bien faire ce qu'on ne sait pas faire. Hein, alors qu'on soit apprenant ou pas, hein. Mais quand on ne sait pas faire quelque chose, on va plutôt se détourner de la tâche, on va botter en touche, voilà. Donc, il est important là d'apporter un soutien méthodologique pour permettre à l'individu de mieux savoir comment réaliser la tâche, de se sentir plus en capacité de la réaliser et donc d'inverser son rapport affectif à la tâche. Il y a aussi une fonction technique. On aurait peut-être pu commencer par cela parce qu'on a beaucoup d'abandons qui sont dus aux difficultés techniques que rencontrent les apprenants. Mais aussi parfois les formateurs qui maîtrisent mal un outil, etc. Donc ça, c'est une fonction qui est très, très importante et donc il faut prévoir un dispositif de support technique pour les apprenants. Et puis une fonction métacognitive, puisqu'on sait que les apprenants qui sont capables d'expliciter leur manière d'apprendre, leur stratégie d'apprentissage, eh bien, sont des apprenants qui réussissent mieux
que ceux qui n'en sont pas capables. Et donc, il faut amener les individus à porter ce regard sur qui ils sont comme apprenants, quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, pour pouvoir dégager des pistes d'amélioration. Alors, vous voyez là, on a 7 fonctions qui sont des fonctions d'aide, de soutien. Il y a une autre fonction qui est une fonction évaluative, c'est-à-dire qu'on peut demander au tuteur d'évaluer, bien sûr, les acquisitions des apprenants. Alors, il peut y avoir une certaine tension entre cette fonction d'aide et la fonction évaluative. On se met 2 secondes à la place d'un apprenant à distance. Est-ce que moi, apprenant à distance, je vais faire confiance pour demander de l'aide à quelqu'un, est-ce que je vais lui faire confiance si je sais que c'est cette même personne qui va m'évaluer? Alors, en 2010, à Montréal, on avait fait tout un séminaire d'une journée sur cette question. Et finalement, les réponses étaient très variées. Certains disaient, ben oui, c'est le tuteur qui doit évaluer. De toute façon, ça se fait comme ça en présentiel. Donc, pourquoi ne pas le faire à distance? Je trouvais l'argument un peu faible, mais il y en avait un autre qui était plus intéressant, c'est que, bien évidemment, le tuteur, c'est celui qui connaît le mieux l'apprenant et qui est le plus à même de rendre justice aux efforts d'apprentissage de l'apprenant. Et ça milite plutôt pour qu'il soit aussi l'évaluateur. A contrario, certains disaient ben non, il faut dissocier les fonctions d'aide de la fonction d'évaluation. Alors, par exemple, en France, au CNED, donc qui offre des formations à distance pour des élèves de primaire, de collège, de lycée, eh bien, ces 2 fonctions sont séparées. Il y a des tuteurs qui apportent de l'aide et puis il y a des correcteurs. Et donc, quoi qu'il en soit, alors au bout de cette journée, on n'avait pas tranché sur quel modèle était le plus propice. En fait, je pense qu'il n'y en a pas. Ça dépend vraiment, c'est vraiment un choix que chaque institution doit faire. Mais une fois que ce choix est effectué, bien évidemment, il faut l'énoncer et le rendre visible aux apprenants. Alors, il y a une autre tradition de la recherche, notamment qui a été initiée par André-Jacques Deschênes, professeur de la Téléuniversité, et Céline Lebel aussi. Ce sont 2 enseignants à la retraite aujourd'hui, qui se sont dit, plutôt que de réfléchir sur ce que doit faire le tuteur, si on interrogeait les apprenants. Donc, ils ont interrogé les apprenants sur leurs besoins de soutien et ils ont classé ça dans 4 catégories qu'ils ont appelées des plans de support à l'apprentissage. Alors moi, en 2003, j'ai repris ces plans de support à l'apprentissage et je les ai qualifiés de cette manière-là. Donc, tout d'abord, le plan cognitif, ensuite le plan socio-affectif, le plan motivationnel et le plan métacognitif. Quand vous voyez le détail, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on a déjà vues lorsqu'on a évoqué les fonctions ou lorsqu'on a évoqué les enjeux, etc. Finalement, c'est rassurant pour nos enseignants-chercheurs, puisque tout en n'étant pas forcément des praticiens, ils avaient quand même cerné beaucoup de choses. Donc ça, c'est une autre tradition de la recherche qui est intéressante, puisqu'à partir du moment où il y a des besoins de soutien qui sont exprimés par les apprenants, eh bien, en creux, ça définit les rôles des tuteurs. Alors en 2012, je me suis dit, je devais former des tuteurs et je cherchais quelque chose d'assez pratique pour eux. Et donc, j'ai croisé les fonctions tutorales et les plans de support à l'apprentissage pour définir des objectifs tutoraux génériques. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas tous vous les décrire, je ne vais même en décrire aucun, mais si vous voulez, lorsqu'on dimensionne un dispositif tutoral, eh bien, on va pouvoir se questionner, est-ce que je dois investir tel plan? Est-ce que je dois investir telle fonction tutorale? Et moi, quand je fais travailler mes étudiants sur la constitution de dispositifs tutoraux, je leur dis toujours, vous pouvez repartir de cette matrice et puis vous entourez ou vous biffez, vous entourez ce que vous voulez retenir, vous biffez ce que vous ne voulez pas retenir.
Alors, ces objectifs, hein, ils sont génériques parce que, par exemple, réguler la dynamique de groupe, on ne dit pas comment le tuteur va faire pour réguler la dynamique de groupe. Mais par contre, on peut lui affecter cet objectif-là. Donc, derrière, il y aura bien évidemment à décliner en intervention tutorale l'atteinte de cet objectif. On a différents profils de tuteurs. Je vous présente ici une typologie qui est en cours, qui existe dans un master à l'Université de Rennes 1, où j'interviens comme enseignant-tuteur. Et on a ces 6 profils de tuteurs. Alors, le tuteur programme, c'est le responsable du master. C'est celui qui va pouvoir accompagner les étudiants pendant toute la durée de leur master. Ensuite, on a les tuteurs administratifs qui, en fait, bon, vous savez, ce n'est pas toujours très simple hein, d'accéder à l'université, surtout quand on est en formation continue, que c'est relativement onéreux, donc on fait appel à des financeurs. Et je ne sais pas encore comment c'est au Maroc, mais en France, c'est une jungle administrative, quoi, hein, dans laquelle les étudiants ne se retrouvent pas toujours, quoi. Donc, finalement, apporter du soutien sur le plan administratif, c'est important, puisque finalement, c'est aussi ce qui conditionne l'arrivée de l'étudiant dans le dispositif. Les tuteurs techniques, donc bien sûr, qui vont apporter du soutien ou qui va dépanner les apprenants, que ce soit lors des classes virtuelles, pour accéder à la plateforme où sont présentes les différentes ressources, etc. Le tuteur court, donc dans un master, bon, à Rennes, on a une vingtaine de cours hein, dans ce master, donc chaque enseignant est tuteur de son propre cours. Hein. Donc moi je donne un cours d'ingénierie tutorale, eh bien je suis enseignant-tuteur dans ce cours. Mais je ne m'occupe pas des étudiants lorsque, par exemple, ils sont en cours d'anglais ou en cours de gestion de projet ou lorsqu'ils font un travail sur Storyline, par exemple, ou sur un autre outil, etc. Donc là, ce sont d'autres collègues qui interviennent. Donc là, on peut dire que le tuteur court, c'est un tuteur disciplinaire, hein, c'est-à-dire qu'il va vraiment, c'est lui qui va vraiment investir le plan cognitif, hein, qui va répondre aux questions sur le contenu, etc. On a aussi des tuteurs projets. Donc ça, les tuteurs projets sont des personnes qui accompagnent les étudiants lorsqu'ils sont en stage en entreprise. Donc moi, j'ai souvent cette casquette hein, de tuteur projet. Là, actuellement, j'accompagne deux personnes qui sont en train de réaliser leur stage et de rédiger leur mémoire et de préparer leur soutenance. Donc, je les accompagne dans tout ce processus. Et puis, il y a aussi les tuteurs pairs. Et bon, on parle beaucoup de social learning hein, aujourd'hui, mais c'est très, très important. Le tutorat par les pairs existe depuis très longtemps, notamment dans les universités anglo-saxonnes. En France, il y a Alain Baudry de l'Université de Bordeaux qui a beaucoup écrit sur cette question. Il s'intéresse moins à la formation à distance, mais il a beaucoup développé les activités de tutorat par les pairs. À distance, il y a une personne qui est assez incontournable qui s'appelle Katia Papi, qui travaille à la Téléuniversité du Québec. C'est une Française qui s'est expatriée il y a pas très longtemps et qui a écrit un ouvrage sur le tutorat par les pairs en contexte universitaire. Et on s'aperçoit que ce tutorat par les pairs est très efficace pour lutter contre l'abandon. Hein, alors, bien sûr, on a intérêt à structurer et à organiser le dispositif tutoral à partir de ces différents profils. Donc là, c'est un exemple concret, c'est où je travaille. On a ces types de tuteurs, ces profils de tuteurs. Et puis, vous voyez qu'il y a des relations, bon, bah, bien sûr, qui sont à décrire hein, entre les apprenants ou entre les tuteurs, hein, bien évidemment. Alors, j'en viens aux interventions tutorales. Quelles sont-elles hein? Eh bien, on a tout d'abord des interventions structurelles
et aussi des interventions conjoncturelles. Les interventions structurelles sont toutes celles qu'on peut identifier et qu'on va reproduire finalement, quelle que soit la formation. Vous voyez, accueillir le premier contact, formaliser les objectifs d'un apprenant, contractualiser le parcours de formation, annoncer les différents événements qui ponctuent la formation, etc. Tout ça, on peut le prévoir à l'avance. Donc, c'est pour ça qu'on les indique comme étant structurelles. Par contre, il y a des interventions conjoncturelles. Ben, par définition, on ne sait pas si les apprenants vont nous solliciter ou pas. Hein. Donc, si on va être dans une démarche réactive, et donc on est en difficulté là pour quantifier ces interventions. Et puis, toutes les interventions qui sont liées à la réalisation d'une activité particulière, eh bien, elles sont conjoncturelles parce que si cette activité, elles sont conjoncturelles à l'activité. Si l'activité n'existait pas, il n'y aurait pas à réaliser ces interventions. Voilà. Donc, c'est une première typologie, je dirais, d'intervention tutorale. Alors, bien sûr, on va être proactif. Être proactif, c'est devancer les besoins de soutien des apprenants. Donc, ça peut être des interventions structurelles ou conjoncturelles. Par exemple, quand on lance une activité, apporter déjà du soutien sous forme de foire aux questions, eh bien, c'est quelque chose qui est conjoncturel, mais qui est proactif. L'intérêt, c'est qu'elles sont planifiables et aisément quantifiables. On sait combien de temps on va mettre pour envoyer un message aux apprenants, leur rappelant qu'il y a une classe virtuelle qui va se tenir tel jour à telle heure. Ça, ce n'est pas très compliqué. Par contre, il y a aussi des interventions réactives, et là, ça va être plutôt des interventions conjoncturelles. Ça nécessite de la disponibilité du côté du tuteur pour pouvoir réaliser ces interventions dans un délai raisonnable. Et on va passer à une quantification forfaitaire. Comme on ne sait pas combien d'apprenants vont solliciter combien de fois les tuteurs, eh bien, on est obligé de calculer des forfaits, des moyennes, et qu'on arrive à ajuster, en principe, après une première session expérimentale, on arrive à ajuster cela de manière réaliste. Alors, quand intervient le tutorat et les tuteurs, de manière synchrone, comme aujourd'hui, mais aussi de manière asynchrone. Il ne faut pas négliger l'accompagnement asynchrone, surtout quand on est en contexte international et où il y a des décalages de fuseaux horaires. Moi, quand j'accompagne des Québécois, comme ils se lèvent beaucoup plus tard que moi, 6 heures plus tard, eh bien, finalement, si je leur écris pendant qu'ils sont en train de dormir, moi c'est en pleine journée, eh bien, à leur réveil, ils ont la réponse. Donc, ça peut être intéressant, bien évidemment. Mais aussi, le caractère asynchrone des interventions, c'est que ça permet aux tuteurs de les réaliser à temps choisi et peut-être d'y consacrer aussi le temps qu'ils pensent nécessaire pour qu'elles soient de qualité, ce qui est moins facile en temps synchrone. Alors, où est-ce qu'on travaille? On travaille au bureau, on travaille aussi à son domicile. Là, moi, je dois vous dire que je vais quasiment plus au bureau depuis mars de l'année dernière. Depuis le début de l'année, j'y suis allé 2 fois. Voilà, c'est tout, arroser mes plantes. Voilà. Mais autrement, on a tous les outils pour travailler. Moi, j'ai des réunions quotidiennes avec mes collègues. Et voilà. Et puis, bien sûr, dans des espaces numériques. Donc, les plateformes, les forums, les chats, téléphones, les classes virtuelles, les réseaux sociaux, les applications smartphones qui vont bien, etc. Tout ça, ce sont des espaces de communication, puisque toute intervention tutorale est d'abord et avant tout une action de communication. Alors, si on se résume en termes d'intervention tutorale, on peut avoir des interventions tutorales réactives asynchrones, réactives synchrones, proactives asynchrones et proactives synchrones.
Donc, bien sûr, on a tout intérêt, lorsqu'on conçoit son dispositif tutoral et son scénario tutoral qui est adossé au scénario pédagogique d'une formation, eh bien, d'identifier ce qu'on va faire de manière proactive ou réactive, synchrone ou asynchrone. Alors, j'en viens rapidement, parce que je vois que le temps passe, à ce que l'on peut faire pour eh bien, préparer ces dispositifs. J'ai repris ici en gris les grandes étapes de la vie d'un digital learning. Hein. On définit, on conçoit, etc. En bleu, ce sont les livrables que l'on produit. Et en rouge, ce sont les livrables de l'ingénierie tutorale. Donc, il y en a 4. Le système tutoral, dont l'objectif est d'identifier les besoins de soutien des apprenants, de les prioriser et de dimensionner l'équipe de tuteurs en définissant les profils, en faisant les petits schémas comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, en décrivant, quoi, hein. Alors ça, on peut le faire dès lors que le digital learning concerné a été défini. On a les objectifs, on a la durée. On n'est pas encore entré dans le scénario détaillé, mais on a déjà, on sait à qui on va s'adresser, etc. On a un cahier des charges, quoi, hein, tout simplement. Donc là, on peut tout de suite commencer à produire le système tutoral. Le scénario tutoral, c'est-à-dire de pouvoir positionner à tel moment, telle intervention, eh bien, nécessite d'avoir le scénario pédagogique stabilisé, que les activités soient décrites, etc. Donc, on le fait à ce moment-là. Le plan de diffusion, dont l'objectif est de préparer la diffusion des services tutoraux, notamment la formation des tuteurs, eh bien, on va le réaliser une fois que le dispositif est prêt, c'est-à-dire une fois que les ressources ont été produites, qu'elles ont été intégrées dans le LMS, que l'environnement est stabilisé. Et puis, l'audit tutoral, c'est-à-dire finalement évaluer de manière précise quels sont les résultats, les bénéfices qu'ont pu retirer les apprenants de la pratique tutorale, eh bien, cela, on peut le faire en même temps que les plans d'évaluation qu'on réalise à la fin d'une formation. Alors, je vous ai mis là les processus des différentes actions. Je m'adresse à vous, Monsieur Elgambourg. Moi, ça ne me gêne pas j'en ai encore pour 10 minutes, mais j'aimerais pas trop réduire le temps d'échange. Donc, je vous laisse aux manettes. De toute façon, je vous communiquerai le diaporama. J'ai vu qu'il y avait pas mal de messages dans la discussion. Donc, qu'est-ce que vous préférez que l'on fasse, Monsieur Algambourg? Je commence à répondre peut-être aux questions. Quand vous voulez, Monsieur Rotet, donc si vous voulez continuer pour 10 minutes, OK, bah, très bien, alors je et continue. on passe aux questions. OK. C'est pas grave. Alors, je vous disais, pour le système tutoral, le but, c'est d'identifier les besoins de soutien des apprenants. Donc là, je vous ai reproduit le processus assez classique d'une analyse. Donc, l'objectif de l'analyse, c'est justement quels sont les besoins de soutien des apprenants. Donc, on va sélectionner un certain nombre de ressources qui sont analysées. Si souvent elles ne sont pas complètes. Donc, il faut concevoir des outils de recueil de données, ensuite concevoir une grille d'analyse, recueillir les données, analyser les données, présenter les résultats et formuler des conclusions. Bon, rien de nouveau. Je pense que les processus d'analyse, vous les connaissez aussi bien que moi. Alors ensuite, une fois qu'on a analysé, en fait, l'analyse, elle doit permettre d'avoir une multiplicité de regards sur les besoins des apprenants. Donc souvent, vous voyez, quand moi je m'adressais à un client, ben, je m'adressais à celui qui allait acheter la prestation, et lui, il a certaines représentations de ce que sont les besoins des apprenants.
mais ces représentations, elles sont biaisées par sa posture, sa position, quoi, plus exactement. Alors en fait, vous voyez, si on a les besoins d'aide comme ceci, qu'on a ces acteurs-là, l'institution, les tuteurs, les apprenants, eh bien, lorsqu'on les interroge, on s'aperçoit que leur représentation des besoins d'aide des apprenants est colorée, hein, influée en quelque sorte, par leur statut. Et donc, il est important de confronter ces représentations. Alors, souvent, l'institution va identifier les besoins de soutien cognitif. Les apprenants aussi, mais souvent les apprenants vont dire, moi j'ai besoin d'être accompagné, d'être aidé d'un point de vue méthodologique, organisationnel, etc. Et les tuteurs, eux, eh bien sûr, eux, ils savent ce que sont tous les besoins des apprenants et souvent, ils vont dire, ben, oui, il y a besoin de faire des interventions sur le plan motivationnel, oui, il y a des interventions métacognitives à réaliser. Vous voyez, ça, moi, j'ai jamais entendu un apprenant me dire, monsieur, j'ai besoin de soutien métacognitif. Hein. Ça n'existe pas, ça, hein, si vous voulez. Hein. Donc, il est intéressant de confronter ces représentations. Alors, les types de données, ben, on a des données convoquées, hein, ça peut être la littérature, des études antérieures, on s'adresse aussi à la direction des ressources humaines, on peut trouver des bilans de formation antérieure, tout ça est à étudier, bien évidemment. Et puis, on peut en provoquer de nouvelles, soit par questionnaire, soit par entretien. Les questionnaires, on va les utiliser, alors questionnaires en ligne, hein, pour avoir de la donnée quantitative. On va plutôt utiliser des questions fermées et on va aussi croiser avec des entretiens qui, eux, vont permettre d'avoir des données qualitatives, ce qui seront plutôt des entretiens semi-directifs, hein, c'est ce qui est le plus efficace, hein, entre l'entretien purement directif, bah, si c'est purement directif, vous me faire un questionnaire, et l'entretien complètement libre, comme peuvent le faire par exemple des psychologues ou des sociologues. Bon, bah là, nous, on sait ce qu'on veut savoir, quoi. Donc, on a intérêt quand même à produire un guide d'entretien constitué de questions ouvertes, et on peut le faire en présence ou au téléphone. Ce qui me semble important, c'est de pouvoir enregistrer pour pouvoir ensuite exploiter les données, hein, suite à une transcription des enregistrements. Alors, les conclusions, hein, oui, parce que moi, j'ai toujours des étudiants qui font des bonnes analyses, mais qui n'en tirent pas de conclusion. Alors, je leur dis, à quoi ça sert? Vous avez fait un bon travail, mais il vous sert à quoi, hein? Donc, il faut qu'elles soient précises, hein, et qu'elles soient aussi l'expression de choix qui vont s'imposer, qui vont être réalisés. Et puis, il faut qu'elle soit opérationnelle, hein, parce que ça ne sert à rien d'aboutir à une conclusion, de vouloir, par exemple, faire un dispositif tutoral idéal. Alors là, c'est sûr, il serait parfait, sauf qu'il n'est absolument pas opérationnel. Il ne tient pas compte des contraintes contextuelles. Et donc, j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de dispositif tutoral il n'y a pas de dispositif tutoral idéal, mais il n'y en a que d'adapter. Hein, adapté à un contexte en fonction de contraintes contextuelles. Alors, pour prioriser les besoins, parce qu'il est rare qu'on puisse répondre à tous les besoins justement à cause des contraintes, eh bien, on peut utiliser plusieurs méthodes et de confronter les représentations des trois acteurs et de dire si un besoin de soutien est exprimé par les trois acteurs, donc là, la zone IEA, il va être prioritaire par rapport à ceux qui sont exprimés simplement par deux acteurs et à plus forte raison par un acteur. C'est un peu frustrant comme méthode. Disons que moi, je l'utilise plutôt finalement après avoir utilisé une des deux autres méthodes que je vais vous présenter maintenant, simplement pour repositionner voilà, mes besoins que j'ai retenus, ils ont été exprimés par qui au départ? Et mon dispositif tutoral, il traduit plutôt une représentation de l'institution, des apprenants ou de l'équipe pédagogique. Bon. Alors, la deuxième méthode, c'est le triangle des priorités. Vous voyez là, on a 4 triangles qui sont enchâssés. Et on va pouvoir, par exemple, lors d'un questionnaire ou même lors d'un entretien, demander aux répondants
de qualifier en termes de priorité le besoin qu'ils énoncent, le besoin de soutien qu'ils énoncent. Et donc, à partir de ce moment-là, on va pouvoir tracer un triangle. Alors, vous voyez là le triangle gris. Eh bien, on s'aperçoit que c'est une priorité très importante pour l'institution, assez importante pour l'équipe pédagogique et très peu importante pour les apprenants. Alors, plus l'aire de ce triangle sera grande et plus il sera nécessaire d'apporter une réponse tutorale aux besoins de soutien exprimés. Et plus cette aire est équilatérale, et bien plus il y a consensus entre les acteurs sur ce besoin de soutien. Une autre méthode qui est l'étude de criticité. Alors, la criticité, hein, ça nous vient de l'industrie, de la prévention des risques, etc. Moi, je l'ai adapté à l'ingénierie tutorale en ignorant un des critères et donc en simplifiant l'équation du taux de criticité. L'élément que j'ai ignoré, c'est la capacité à détecter le risque. Alors, pour les risques industriels, par exemple, ou même naturels, hein, comme un tremblement de terre, bah, oui, c'est important de savoir si on est capable de le détecter. Maintenant, comme là, nous, on s'intéresse à des besoins de soutien, donc finalement à de l'humain, c'est très, très compliqué de détecter, hein, très sincèrement. Hein. Il peut y avoir des signaux faibles, mais c'est très compliqué. Alors, comment on utilise cette matrice? Eh bien, on a identifié que, par exemple, les apprenants avaient exprimé un besoin de soutien sur le plan méthodologique. On se pose la question suivante. Si je n'apporte pas ce support méthodologique, quel est le risque encouru par l'apprenant? Et on va qualifier le risque en termes de probabilité et en termes de gravité. Et donc, on a des indices de 1 à 4. Alors, bien sûr, il faut qualifier les indices de probabilité, il faut qualifier les indices de gravité. Et on arrive donc à un taux de criticité qui va de 1 à 16. Donc, tout ce qui est en bleu foncé, donc de 8 à 16, tous les besoins qui vont se situer là, il faut absolument apporter une réponse tutorale. Ceux qui sont en gris clair, on peut ignorer et ne pas apporter de réponse. Et puis, ce qui est en bleu intermédiaire, bah, ça va dépendre des besoins, enfin, pas des besoins, des moyens, pardon. Ça va dépendre des moyens qu'on peut consacrer au tutorat. Et voilà, donc c'est la variable d'ajustement en quelque sorte. Donc, le taux de criticité, hein, c'est bien l'indice de gravité multiplié par l'indice de probabilité sur un risque qu'il y aurait à ne pas répondre à un besoin de soutien repéré précédemment. Alors, comme je le disais, il est aussi important d'analyser les contraintes qui peuvent peser sur la réalisation des interventions tutorales. Donc là, une autre représentation, là, je me suis limité à quatre contraintes, il pourrait y en avoir beaucoup plus. Et donc, on aboutit là aussi à une aire qui permet de mesurer si l'intervention que l'on prévoit est opérationnelle ou s'il va falloir alléger certaines contraintes pour qu'elles le deviennent. Voyez, parce que ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que souvent, on va avoir, suite à une étude de criticité ou à un triangle des priorités, identifier une intervention tutorale comme indispensable, mais on va s'apercevoir que la réalisation de cette intervention est sujette à un nombre de contraintes qui fait qu'elle n'est pas réalisable. Et donc là, il faut alerter, bien évidemment, l'institution pour alléger ces contraintes. Alors ensuite, il faut positionner, scénariser le tutorat. Donc là, vous voyez, j'ai un scénario sous forme de schéma d'une formation. On a une colonne présentielle, une colonne distancielle, une colonne webinaire. Et donc sont positionnés des modules, des activités, des modules avec devoirs, des devoirs à rendre, des classes virtuelles. Et il y a une dernière colonne qui est le tutorat asynchrone.
et sont positionnés tout un tas de triangles qui correspondent en fait à des interventions tutorales. Donc, alors, je ne sais pas comment vous faites vos scénarios pédagogiques. Souvent, on fait simplement des tableaux sur Excel avec les objectifs, etc. Ben, on peut rajouter une colonne et indiquer ce que l'on va faire en matière de tutorat. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir scénariser le tutorat. Alors, moi, je propose cette grille pour scénariser, enfin, pour décrire une intervention tutorale. C'est d'identifier l'objectif, bien sûr, la durée de cette intervention tutorale, qui va la faire, pour qui, quelles sont les fonctions tutorales et les plans de support qui sont investis lors de cette intervention, où elle se situe dans le scénario pédagogique et voir si elle est reproductible, comme par exemple une intervention de bilan intermédiaire qui est reproductible. Selon quelle modalité l'intervention tutorale va être effectuée? Est-ce qu'elle est proactive, réactive, synchrone, asynchrone, individuelle, collective? Les outils qui vont être utilisés, des commentaires et des conseils qui vont pouvoir être formulés par les concepteurs pédagogiques à l'intention des tuteurs. Moi, je sais que ça va jusqu'à la formulation de modèles de messages. Vous voyez, si on demande à un tuteur de relancer un apprenant qui ne s'est pas connecté au LMS pendant 1 ou 2 semaines, c'est un cas qui est très fréquent. Si on demande juste ça, il va prendre un quart d'heure, 20 minutes à formuler son message. Si on lui propose un modèle de message, ça va lui prendre 3 minutes. Donc, ce n'est pas la peine d'utiliser, enfin, de consacrer trop de temps à réaliser une activité qu'on peut anticiper très largement et faciliter en proposant des modèles de message. Puis des métadonnées, tout simplement pour faire de la gestion documentaire. Tout simplement, quand on a, je sais pas, je crée des fiches d'intervention tutorale depuis une vingtaine d'années, donc je peux vous dire que j'en ai, je sais pas, je n'ai même pas quantifié, mais j'en ai des centaines, voire peut-être des milliers. Donc, quand je veux en retrouver une, bah, si je n'ai pas de métadonnées, c'est compliqué. Voilà. Alors, la charte tutorale, qui est le document qui permet de décrire les droits et les devoirs des tuteurs et des apprenants les uns envers les autres, c'est aussi une action du scénario tutoral. Donc, il faut qu'il y ait une première version. Après, on peut interpeller les apprenants sur tiens, est-ce que la charte tutorale est bien respectée, voir est-ce que vous souhaitez l'amender. Je vous parlais du master de Rennes 1. Il y a 15 ans, quand on a démarré, on n'avait pas de charte tutorale et puis on en a fait une première version. Et puis, pendant quelques sessions, on a sollicité les étudiants et donc ils avaient un regard critique. Parfois, c'était même le bureau des pleurs. On ouvrait le bureau des pleurs et on leur demandait de faire des propositions. Et on a amélioré comme ça progressivement notre charte tutorale. Alors, il faut les former, les tuteurs. Je vous ai mis ici les grandes étapes de ce que pourrait être une formation de tuteur. Je pense que ce qui est le plus important, c'est de les former dans le même environnement que celui dans lequel ils vont intervenir auprès d'apprenants. Donc, d'avoir un principe d'isomorphisme le plus poussé possible. Et c'est bien sûr une fois qu'on leur a fait partager leur représentation sur ce qu'est le tutorat et qu'on leur a apporté des connaissances dessus, c'est de les mettre en action, donc en expérimentation, faire des jeux de rôle, etc. Puis ensuite mutualiser leur vécu. Une formation, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il est nécessaire aussi de mettre en place des communautés de pratique de tuteurs à distance pour qu'ils puissent échanger. Alors, je vous ai mis là une représentation, enfin une illustration de France Henry, qui est là aussi une enseignante québécoise qui a beaucoup travaillé sur la question de la collaboration et aussi sur les communautés. Et les communautés de pratique, vous voyez, ce sont les plus exigeantes
en termes de force du lien social, d'intentionnalité du rassemblement. Donc, elles servent à partager les expériences, à s'entraider, mais aussi à produire. Hein. Par exemple, produire un guide des bonnes pratiques d'accompagnement des apprenants dans un dispositif donné. Ça, on va pouvoir l'établir beaucoup plus facilement en faisant communiquer les différents tuteurs sur leur vécu. Il faut aussi garder des traces des interventions tutorales. Moi, je vous ai reproduit un outil que j'utilise fréquemment. C'est un simple tableau Excel où je reproduis les messages que j'échange avec soit un individu particulier, soit avec le groupe, soit un sous-groupe, et où je mets aussi le temps que je note le temps que j'ai mis à réaliser mon intervention. Alors ça, c'est assez précieux parce que ça permet de savoir si on n'est pas en surinvestissement. Hein. Le surinvestissement, c'est possible une fois, deux fois, mais c'est pas tenable dans la durée. Et c'est important aussi d'avoir la mémoire de ce que l'on a échangé avec les apprenants pour pouvoir personnaliser son soutien. Autrement, on n'y arrive pas. Hein. Quand on a des promotions, je ne sais pas, de 40, 50, ou en première année, des fois ça monte bien plus haut, c'est impossible d'avoir la mémoire de ce qu'on a dit à chacun individuellement. Alors, on peut s'appuyer aussi sur des outils de relations clients, hein, les CRM, qu'on peut détourner, qui ont des fonctionnalités assez proches de ce dont on a besoin pour garder mémoire de la relation tutorale qu'on entretient avec nos apprenants. Alors, il faut aussi essayer de qualifier le modèle économique du dispositif tutoral. Donc, on a des coûts fixes, on a des coûts variables. On peut dégager du bénéfice, notamment par la vente des services tutoraux. Et donc, entre les coûts et les bénéfices, ça permet de dégager effectivement un modèle économique où on va pouvoir calculer les seuils de rentabilité et le coût du tutorat, soit on le réintègre au prix de vente de la formation, soit on le vend séparément. Par exemple, il y a un gros acteur en France qui s'appelle Open Classroom et qui met à disposition tout un tas de formations professionnalisantes gratuitement. Mais par contre, si les apprenants veulent bénéficier d'un accompagnement, ça devient payant. C'est l'accompagnement qui est payant. Hein. Et comme il s'adresse à essentiellement des demandeurs d'emploi, c'est Pôle emploi qui finance en fait cet accompagnement. Donc là, le prix des services tutoraux est dissocié en fait du coût de la formation. Et puis, on peut évaluer, donc là je suis passé au dernier livrable de l'ingénierie tutorale, qui est l'audit tutoral. Donc, d'abord, on collecte des données, ensuite, on les analyse, et tout simplement pour aboutir à des préconisations tant sur l'organisation du dispositif tutoral, donc les profils de tuteurs, les fiches de fonction, que sur les interventions tutorales qui sont à réaliser, et aussi en termes de préparation, de diffusion de ces services tutoraux. Parfois, on s'aperçoit que, tiens, on a un tuteur, il aura peut-être besoin de le muscler dans sa pratique de Zoom ou d'une autre classe virtuelle pour que son accompagnement soit plus efficace. Ou, par exemple, on s'aperçoit qu'un tuteur, oui, il fait des retours sur les travaux, mais il a un style très factuel, très froid. Alors, il faudrait peut-être qu'il gagne en compétences pour, à travers ses rétroactions, insister aussi sur les côtés positifs, ce qui a été bien fait par l'apprenant, qu'il puisse manifester davantage son empathie, etc. Donc ça, bien évidemment, tout dépend des contextes, des personnes, mais moi, je dois dire que j'ai aussi formé des enseignants universitaires et c'est vrai que la posture traditionnelle qui est celle du magistère n'est pas forcément la posture de départ qui est la plus favorable
pour arriver à accompagner, à soutenir les apprenants dans leurs efforts d'apprentissage. Tout, tous les objectifs finalement qu'on a identifiés, dont j'ai parlé, et qui sont affectés au tutorat à distance. Alors, si vous voulez aller plus loin, sur les pratiques du tutorat à distance, je vous ai montré la matrice des objectifs tutoraux génériques, donc qui croisent les fonctions tutorales et les plans de support à l'apprentissage. Ces pratiques du tutorat à distance, c'est un livret en fait, d'intervention. Pour chaque objectif tutoral générique, je décline un certain nombre d'interventions tutorales. Et c'est aussi un livret d'auto-formation parce que j'amène le lecteur à réaliser des activités. Et par contre, si vous êtes plus intéressé à la manière dont vous pouvez concevoir un dispositif tutoral, et là j'ai dû passer très vite, hein, notamment, je ne sais pas, sur l'étude de criticité, hein, c'est plutôt l'autre bouquin qui peut vous intéresser sur l'ingénierie tutorale, où je décris pas à pas toutes les étapes qu'il y a à réaliser. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je suis encore désolé d'avoir été si long. Monsieur Elgambourg, peut-être que je vais m'appuyer sur vous. Vous avez certainement jeté un œil très attentif aux mentions de vos collègues, à leurs questions. Donc, peut-être vous pouvez me les relayer. D'accord, merci d'abord, merci Monsieur Rodet pour cet exposé très riche et très important. Alors, pour les questions, pas si l'écran est partagé, Monsieur Rodet. Ouais, très bien. Ouais. Alors, j'ai essayé de rassembler les questions ici. Donc, nous avons 30 à 40 minutes pour présenter des éléments de réponse à ces questions-là. Donc, je donne la parole, M. Rodet, pour bien sûr. donner des éclairages sur ces questions. Bon, sur la première, bien évidemment, toutes les activités sociales et donc qu'on va retrouver dans des communautés, dans des groupes collaboratifs, etc., vont être des bons vecteurs hein, pour assurer le tutorat. D'autant plus que il y a beaucoup de soutien que les étudiants s'apportent les uns les autres. Et donc, on a tout intérêt à créer, disons, à favoriser, à créer les conditions et à favoriser l'émergence de cet état d'esprit collaboratif entre étudiants. Alors, moi, je pense hein, que pour arriver à cela, c'est surtout d'instaurer un climat de confiance entre les étudiants entre eux et avec leurs formateurs, tuteurs, leurs enseignants, leurs tuteurs, etc. Et donc, ça passe effectivement par certaines précautions. Déjà, très sincèrement, il faut descendre de l'estrade. Il faut descendre de l'estrade. Il faut accompagner, c'est rejoindre les individus là où ils sont. Et ce n'est pas attendre qu'ils nous rejoignent, nous, où on est. Et donc ça demande de l'humilité, ça demande un certain nombre de qualités, de savoir-être, de capacité d'écoute, d'empathie. Et là, bien évidemment, si une personne est très éloignée de toutes ces compétences, elle aura plus de mal à investir la posture du tuteur à distance. Et donc, il y a de fortes chances que finalement, elle n'atteigne pas les objectifs tutoraux qui lui sont assignés. Alors, bon, entre le tutorat et le monitoring, le monitoring, hein, comme son nom l'indique, hein, c'est voilà, hein, quand je sais pas, on a acheté un objet, il marche pas, on appelle le SAV, on tombe sur quelqu'un, il fait du monitoring, hein, c'est-à-dire qu'il vous pose des questions dans un certain ordre, etc. Bon, le tutorat, c'est pas prédéfini. Alors, il y a des choses qu'on peut définir, qu'on peut préparer, mais après, c'est de la relation humaine. Hein,
Et voilà. Moi, je pense que l'enseignement à distance peut tout à fait être une alternative. Enfin, là, alors après, est-ce qu'elle est complètement efficiente ou moins efficiente? Oui, Michel Grandbourg a précisé que j'ai été formé à la Téléuniversité du Québec, donc c'était à la fin des années 90. J'ai été formé entièrement à distance, à l'ingénierie de la formation à distance. Pendant tout mon parcours, je ne suis pas allé au Québec, alors j'y suis allé depuis, voilà. Maintenant, si on s'appuie sur les expériences plus ou moins réussies, surtout moins que plus, de ce qui s'est passé avec la pandémie, là, moi, je connais tout un tas d'enseignants et même d'élèves, ils sont impatients d'une chose, c'est de retrouver le présentiel, quoi. Vous voyez. Donc, en fait, tout dépend de ce dont on parle lorsqu'on parle de formation à distance. Moi, je pense très sincèrement qu'il n'y a aucun domaine, aucune formation qui serait impossible de réaliser à distance. Par contre, bien évidemment, il faut y mettre les moyens. À la fois en conception pédagogique, en production de ressources et en dimensionnement de l'accompagnement. Alors oui, l'IA, elle est de plus en plus utilisée, notamment dans l'adaptive learning. Moi, je me suis surtout intéressé à l'intelligence artificielle, en quoi elle pourrait aider à l'accompagnement des apprenants. Donc, j'ai défini quelques principes de cobotique tutorale, on va dire. La cobotique étant l'association des actions de l'intelligence artificielle avec celles de l'humain. Il y a quelques années, il y a eu une expérience très intéressante à Georgia Technology, un enseignant d'intelligence artificielle, d'intelligence artificielle, avait l'habitude de s'appuyer sur des étudiants plus avancés pour qu'ils assurent l'accompagnement des premières années. Et puis il s'est dit, non, tiens, je vais faire un algorithme. Et donc, il avait 20 000 questions, 30 000 questions, je ne me rappelle plus exactement, des sessions précédentes. Il a tout chargé. Et puis, il a commencé à poser des questions à l'intelligence artificielle et ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout, les réponses. Donc, il a mobilisé ses tuteurs humains pour bien entraîner l'intelligence artificielle à donner les bonnes réponses. Donc là, on n'était pas dans du machine learning. Il y avait vraiment besoin que l'intelligence artificielle soit entraînée. Mais enfin, au bout d'un moment, il a eu des résultats corrects. Et il a fait suivre un certain nombre d'étudiants par cette intelligence artificielle. Elle était chargée essentiellement de répondre aux questions sur le contenu du cours et d'évaluer certains travaux. Et ces étudiants en intelligence artificielle n'ont pas dénoté, n'ont pas repéré qu'ils étaient accompagnés par une intelligence artificielle. Le test de Turing était presque réussi, quoi. Alors, suite à cette expérience, lui-même a publié, etc. Il s'appelle Ashek Gol. Et on a eu tout un tas d'articles plus ou moins sensationnalistes. Demain, votre professeur sera un robot ou ce genre de choses. Et donc, moi, j'ai étudié d'assez près ce qui avait été publié, notamment plutôt les publications scientifiques, pour essayer de repérer qu'est-ce qui avait été fait en matière de tutorat par cette intelligence artificielle. Et alors, pour ce faire, j'ai repris ma matrice des objectifs tutoraux génériques et je me suis aperçu que ce qui avait été réellement fait, c'était le soutien sur le plan cognitif, mais que sur les autres plans, quasiment rien n'avait été fait. Alors, en même temps, vous savez comme moi, l'intelligence artificielle fait des progrès phénoménaux chaque semaine, chaque mois. Et donc, j'ai fait, il y a 3 ans, une photographie de ce qui me semblait être pouvoir pris en charge par une intelligence artificielle en termes d'objectifs tutoraux, ce qui restait vraiment du domaine de l'humain,
et puis ce qui pouvait être partagé. Hein. Donc, c'est ça, cette cobotique. Alors, on s'aperçoit on demande parfois aux tuteurs de réaliser des choses, mais qui sont chronophages et qui pourraient être facilement réalisées par une intelligence artificielle. Donc, moi, j'aime bien la définition du PDG d'Alibaba, qui dit ce qu'il faut confier à l'intelligence artificielle, c'est ce que ne veut pas faire l'humain, ce qu'il ne sait pas faire et ce qu'il ne veut pas faire. Et en fait, oui, l'action pour agir, il faut vouloir, il faut pouvoir et il faut savoir. Donc, s'il nous manque un de ces éléments-là, bah, effectivement, confions la tâche à l'intelligence artificielle. Moi, je pense que l'intelligence artificielle pourrait éclairer très fortement les prises de décision de l'humain pour accompagner un apprenant. Bon, vous devez connaître Moodle, hein, bien sûr. Et dans ce consortium, moi, j'ai un collègue qui a travaillé avec une petite équipe hein, sur un algorithme qui va permettre d'identifier de manière précoce les risques d'abandon d'un parcours de formation. L'algorithme est prêt, Moodle va le mettre à disposition, on va pouvoir le tester. Alors, bien évidemment, là, ça demande rien pouvant en tirer lors des premières utilisations, parce que c'est un algorithme qui a besoin de données extrêmement importantes. Hein, et donc, je ne sais pas quelle va être exactement la stratégie qui va être employée par Moodle, mais là, c'est vrai que ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir recueillir tout un tas de données de tout un tas de parcours universitaires pour pouvoir arriver à dénoter effectivement et à qualifier de manière plus forte. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des perspectives en matière d'intelligence artificielle. Hein. Je pense que néanmoins, le support motivationnel, le support affectif, etc., on n'y est pas encore. Hein. Encore hier, je lisais un article scientifique sur la reconnaissance des émotions par les intelligences artificielles. Et ça soulève quand même énormément de questions d'un point de vue éthique déjà. Et en termes de résultats, c'est quand même pas encore très, très performant, puisque comme c'est une analyse de l'émotion essentiellement par reconnaissance faciale, eh bien, on ne tient pas compte du contexte. Et le contexte peut tout changer, bien évidemment. L'énonciation aussi. Hein. Donc, voilà, hein, des choses qu'on connaît bien hein, en technologie de la communication. Hein, voilà, hein. L'énonciation est aussi importante, sinon plus importante que l'énoncé. Et les expressions faciales, hein, c'est de l'énonciation. Hein, voilà. Mais alors, je suis désolé, je ne lis pas l'arabe, hein, mais j'ai fait la traduction juste en haut, c'est ah, d'accord. problème de compréhension des cours d'enseignement en ligne. Ouais. Ben oui, bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'apprenants qui ont des difficultés. Hein. Souvent parce que d'ailleurs, ils en sont à leurs premières expériences d'apprenants à distance. Et ça leur arrive tout d'un coup. Et si en plus on a un dispositif où ils sont exposés à énormément de ressources, donc ça génère de la surcharge cognitive, ça enclenche une spirale de déconsidération, d'auto-déconsidération de l'individu qui amène à la démotivation et à l'abandon. Donc, il est très important dans un digital learning d'élaguer. Et c'est très compliqué pour un expert d'un sujet. D'ailleurs, moi le premier, vous avez vu, je n'ai pas tenu les temps. C'est compliqué parce que tout nous semble important. Tout nous semble important et on a beaucoup de choses à dire. Et en fait, il faut élaguer. Il faut vraiment centrer sur les messages essentiels. Et puis, il faut les faire pratiquer parce que la compréhension, elle vient aussi du faire. Et puis, ben, il faut étayer et désétayer progressivement, comme je le disais tout à l'heure. Alors, en fait, sur les profils d'apprenants, vous avez Viviane Blickman qui a beaucoup travaillé cette question
et qui avait défini une typologie. Alors, je vous parlais simplement des 4 grands types, après elle les déclinait, hein. Mais elle nous aide déjà, tout d'abord, il y a des apprenants qui sont déterminés. Alors, les apprenants déterminés, c'est ceux qui savent pourquoi ils font la formation, qui se sont fixés des objectifs, qui savent organiser leur apprentissage, qui sont persévérants, qui n'hésitent pas à solliciter l'aide du tuteur lorsqu'ils en ont besoin. Enfin bref, c'est l'apprenant rêvé, celui qu'on aimerait tout savoir, euh, mais on en a. Ils ne sont pas tous comme ça. Alors, à l'opposé, vous avez l'apprenant qui est désarmé. Alors, lui, il ne sait même pas pourquoi il suit cette formation, ou à peine. Il est très sujet à l'influence d'événements extérieurs à la formation qui vont faire que la formation va descendre dans sa liste de priorités systématiquement. Il ne sait pas comment s'y prendre. Voilà. Alors, lui, c'est la cible majeure, la première cible du tutorat. Vous en avez un type qui est voisin, ce sont les hésitants. Les hésitants, ce sont des personnes qui vont parfois s'investir dans la formation, notamment lorsqu'elles rejoignent leurs intérêts ou leur facilité à appréhender le sujet, mais qui vont se détourner de la formation dès que ça devient un peu compliqué. Et puis, vous avez les marginaux. Les marginaux, eux, alors donc bien sûr les hésitants aussi, hein, c'est une cible c'est une cible pour les tuteurs. Et puis vous avez les marginaux. Les marginaux sont des personnes qui ressemblent un peu aux déterminés, mais qui ne supportent pas tout ce qui est accompagnement formel, institutionnel. Et eux, ils ne feront jamais appel au tutorat. Et par exemple, dans les MOOC, on en a beaucoup comme ça. Hein, ils viennent, ils s'inscrivent à un MOOC et viennent prendre ce qui leur est utile. Ils n'ont pas du tout envie de discuter ou s'il y a une difficulté qu'ils n'arrivent pas à résoudre par eux-mêmes, bah, ce n'est pas grave, ils passent à autre chose et ils ne vont pas solliciter les tuteurs. Alors bon, c'est une typologie à grands traits, mais ce qu'on peut en tirer, c'est que bien évidemment, le tuteur ne va pas agir de la même manière pour tous les apprenants. Et que donc, il est important de pouvoir s'appuyer sur des typologies d'apprenants pour pouvoir, dans un premier temps, voir où se situent les personnes et adapter ces pratiques. Il est certain que vis-à-vis d'un désarmé, les interventions proactives vont être hyper importantes. Et le solliciter, le ressolliciter, exiger des réponses de sa part, enfin oui, même pourquoi pas être un peu directif vis-à-vis des désarmés, ce que ne supportera jamais un marginal, par exemple, hein, enfin un profil d'apprenant marginal, et qui pourrait être vécu comme intrusif par un apprenant déterminé. Hein, voilà. Alors, moi, je pense que très sincèrement, la réactivité et la proactivité, c'est associé par la même personne, hein, par le même tuteur. Hein. Pendant très longtemps, ça a été un débat, surtout au début des années 2000. Hein, il y avait les tenants de la proactivité et les tenants de la réactivité. Grosso modo, les tenants de la proactivité, ils disaient si vous n'êtes pas proactif, vous allez passer à côté de certaines personnes. Et on sait que ce ne sont jamais les personnes qui ont plus besoin d'être soutenues qui vont réclamer le soutien. Hein. Voilà, elles vont rester au contraire silencieuses, un peu honteuses, etc. Donc, il faut être proactif. En même temps, vous aviez les tenants de la réactivité qui disaient mais non, il faut laisser à l'apprenant la possibilité d'exercer son autonomie. Donc, si vous êtes sans arrêt proactif, vous lui mangez son espace d'exercice d'autonomie. Donc, en fait, il est important d'associer proactivité et réactivité. Oui, alors c'est une vaste question. Comment susciter l'engagement et la motivation des apprenants d'un cours en ligne? Vous savez, il faut se référer là au principe de l'andragogie.
un apprenant adulte ne s'engage dans une formation que si il sait où il va et s'il a repéré ce qu'il allait en retirer. Un apprenant adulte fait toujours ce calcul de manière consciente ou inconsciente. Est-ce que les efforts que me demande l'apprentissage vont être compensés par un bénéfice que je vais en retirer? Si la balance est négative, il ne fera pas, il ne s'engagera pas dans l'action. C'est aussi simple que ça. Et vous savez, on fait tous ça. Et pas seulement pour l'apprentissage. Hein. Sans arrêt, on calcule, tiens, est-ce que ça vaut le coup que je regarde mon téléphone maintenant? Ben non, je suis avec vous, je ne vais pas regarder mon téléphone. Oui, donc, voilà. Alors ça, c'est vraiment essentiel. Hein. D'autres principes de l'andragogie nous disent un apprenant adulte a besoin de pouvoir faire des choix dans son parcours de formation. Donc, s'il lui est totalement imposé, s'il n'y a pas d'embranchement possible, d'options, etc., ça va être plus compliqué pour lui de persévérer. Un apprenant adulte va être plus sensible à un apprentissage qui va lui être directement utile qu'à un apprentissage qui potentiellement pourra lui être utile, mais qui relève plus de la formation initiale, quoi, hein, si vous voulez. Hein. Donc, rendre engageant un parcours de formation, c'est pas mettre de l'interactivité de partout, c'est pas avoir le beau serious game, non, c'est pas ça. Hein, c'est pas. On peut améliorer la qualité de la transmission du message, bien sûr, mais ça ne suffit pas pour engager un individu. Hein, Donc, il faut aussi s'intéresser à ses motivations. Hein. Comment aider un apprenant à être motivé? Ben, c'est aussi en l'interrogeant sur ce qu'il met en mouvement. Hein. Donc, c'est aménager un dialogue. Quelle relation y a-t-il entre profil des tuteurs d'une part, rôle et fonction Alors, en fait, je vous ai montré une typologie de profil de tuteur. Eh bien, pour chacun de ces profils, il y a un certain nombre de fonctions qui vont être fonctions tutorales qui vont être investies. Alors, si je prends un cas facile, le tuteur technique, bah, oui, il intervient sur la fonction technique. Par contre, il ne va pas intervenir forcément sur la fonction organisationnelle. Vous voyez, voilà. Alors, ben, je dirais que, comme toujours, hein, plus la pédagogie est active, plus elle est exigeante pour tous les acteurs. Donc, le tutorat en pédagogie active nécessite beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'efforts que la pédagogie, que le tutorat dans un parcours uniquement transmissif. Je vais vous dire, dans un parcours uniquement transmissif, hein, on va même pouvoir produire des ressources type foire aux questions, guide, didacticiel, etc., qui vont répondre à toutes les questions par avance. On va aussi pouvoir utiliser l'intelligence artificielle. Hein. Donc, oui, il y a... À quel profil doit s'adapter un tuteur pour harmoniser la bonne communication et l'apprentissage à distance? Je pense que déjà, donc, la question a été posée. Oui, j'ai déjà un peu traité, ouais, ça. Ouais. Ah, ben, les enjeux d'un tuteur, ils sont multiples. Je dirais que le premier, c'est de se projeter dans son activité de tuteur. Parce que tuteur, c'est une fonction seconde. Hein. Il n'y a pas de métier de tuteur. Hein. Alors, ça existe, si, j'ai dit au CNED, ça existe dans certaines, à l'Open University de Grande-Bretagne, ça existe à la Téléuniversité du Québec, enfin, dans toutes les institutions qui ne font que de la formation à distance, ça existe. Hein, au Québec, il y a même un syndicat de tuteurs.
Hein, ils ont une convention collective, ils ont, enfin voilà, hein, bon. Mais autrement, c'est une fonction seconde. Et la fonction première de la plupart des tuteurs, c'est enseignant, formateur, étudiant avancé. Et il faut se projeter, il faut oser. Et ça, c'est le premier enjeu. Et donc, accepter aussi des certaines remises en question de choses que l'on connaît ou que l'on considérait comme certaines. Hein. Donc, je dirais que dans une formation de tuteur, il y a bien sûr à former aux outils, il y a qui vont être utilisés. Hein, il faut former aussi aux interventions tutorales. Mais il y a beaucoup de savoir-être. Il faut travailler sur le savoir-être. Ça, c'est très important. Et puis peut-être aussi quelque chose, alors qui peut paraître évident, mais que je souligne parce qu'on passe quand même à côté, même si c'est évident. La qualité première d'un formateur présentiel ou d'un enseignant, c'est son expression orale. En formation à distance, on communique beaucoup, beaucoup par écrit. Et on peut être un très bon orateur et avoir une piètre expression écrite. Quand je dis piètre, c'est-à-dire qu'elle va être trop sèche, trop factuelle, trop... Vous voyez, voilà. Où les sourires ne vont pas passer, quoi. Hein. Ce qui va passer à l'oral ne passeront pas. Donc, il faut travailler là-dessus. Donc, oui, ça, c'est des enjeux hein, pour les tuteurs. Hein. Ouais. Alors, bien sûr, hein, pour les MOOC, hein, l'évaluation pour les MOOC, alors il y a plusieurs choses qu'on peut faire. D'abord, on peut faire l'évaluation par les pairs. Hein, donc ça fonctionne assez bien. En France, le MOOC le plus joué, hein, qui est un MOOC sur la gestion de projet, eh bien, fonctionne par l'évaluation par les pairs. Alors en même temps, moi je dois dire qu'en contexte universitaire, je suis assez réticent. Non pas sur l'activité d'évaluation par les pairs, mais le fait que de cette évaluation par les pairs pourrait être délivré ou non le diplôme. Je pense que le diplôme, ça reste quand même à l'équipe pédagogique de juger s'il doit être donné, puis avec quelle mention, etc. Voilà. Par contre, c'est très formatif, hein, l'évaluation par les pairs. Puis après, bien évidemment, hein, il y a tout le domaine de l'intelligence artificielle. Et dans l'exemple que je donnais là, de Georgia Technology, l'intelligence artificielle produisait des corrections. Hein. Alors, enfin, ça fait longtemps qu'on sait aussi faire des corrigés. Hein. Oui, voilà. C'est pas très nouveau. Donc, moi, j'ai mis en place ça pour des actions de formation à fort volume. Enfin, en tous les cas, pas tant volume que ça, mais volume qui dépassait ma disponibilité si j'avais voulu faire des rétroactions complètement personnalisées. Eh bien, c'est de produire un corrigé très détaillé, puis ensuite d'aménager une classe virtuelle où on revient sur le corrigé, où on peut, etc. Donc finalement, donner quand même des vrais retours sur les travaux qui sont effectués, pas forcément de manière personnalisée, mais de manière riche à ce que chacun ait son compte. Et ça, on peut le faire par avance. Hein. Et comment le tuteur peut parvenir à intervenir sur des besoins de l'apprenant qui sont à la fois cognitifs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une intervention tutorale, eh bien, elle va souvent avoir plusieurs dimensions. Déjà, toute intervention tutorale agit sur la motivation de l'apprenant. J'avais une enseignante qui est décédée maintenant à Paris 8 qui s'appelle Geneviève Jacquinot Delaunay et qui avait cette formule pour décrire le tutorat. Elle disait, le tutorat, c'est faire circuler des signes de présence à distance. Faire circuler des signes de présence à distance. C'est-à-dire qu'à partir du moment
où vous manifestez votre présence dans un dispositif et que donc vous signalez que vous êtes là aux apprenants, rien que ça, c'est déjà un service que vous rendez à vos apprenants. Parce que ça veut dire que vous signifiez votre disponibilité et qu'ils vont pouvoir, ils vont ce document, si il est indiqué en début de cours, ouais, donc vous pouvez accéder à M. Tartampion à telle adresse, et puis que M. Tartampion, il se manifeste jamais pendant toute la durée du cours, les étudiants vont même douter de la réalité de l'existence de M. Tartampion, quoi. Vous voyez, donc non, il faut, c'est très très important et ça prend pas beaucoup de temps. Vous voyez, moi, alors moi j'utilise pas mal avec des étudiants pour être sûr de les rejoindre des applications sur smartphone, alors courantes, hein, Slack, WhatsApp ou ce genre de choses. Et vous voyez, il y a quelques années, j'avais des étudiants, ils étaient dans le dernier rush hein, avant de me rendre un travail. Donc, ils avaient encore le week-end pour le finaliser. Et puis, j'avais regardé la météo. Et franchement, sur toute la France, c'était catastrophique. Il pleuvait. Enfin, c'était. Donc, je leur ai envoyé un petit message. Je lui ai dit quelle chance vous avez d'avoir un week-end aussi pluvieux. Vous allez pouvoir finaliser tranquillement votre travail. Bon, un petit mot d'encouragement, etc. Et ce n'est pas grand-chose, hein, mais ça nourrit la relation. Hein, quand je parle de relation, c'est ça aussi. Hein, c'est pas simplement. Et puis, j'ai dit descendre de l'estrade aussi. Hein, c'est-à-dire vraiment considérer. Alors, bien sûr, c'est plus simple avec des étudiants en master ou des gens qui préparent un doctorat. C'est plus facile, hein, bien évidemment, qu'avec des premières années. Mais même avec des premières années, il faut essayer de ne pas faire vivre l'inégalité de statut. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais il ne faut pas la faire vivre. Il faut essayer de l'amoindrir. Merci beaucoup, M. Rodet. C'était vraiment un plaisir de vous suivre aujourd'hui. Merci beaucoup. C'était très intéressant et très enrichissant pour nous et pour aussi nos doctorants et nos étudiants du master. Je profite de l'occasion pour saluer des enseignants-chercheurs qui nous ont rejoints de Lille, M. Taylati de Tunis, Mme Liliane Chiniti, aussi donc les enseignants chercheurs de la structure qui, donc, je m'adresse, ils veulent prendre la parole pour un mot de remerciement. C'est la moindre des choses à faire aujourd'hui pour M. Rodet qui a animé la conférence d'aujourd'hui. Donc, chers collègues, si vous voulez prendre la parole au nom de la structure pour un mot de clôture de la session d'aujourd'hui. C'est Rachid. Oui, M. Toufir, allez-y, vous avez la parole. Merci, M. Rachid. Donc, au nom de l'équipe de recherche CEDUC, Communication, Education, Digital Usage and Creativity, je remercie chaleureusement M. Jacques Rodet pour son intervention aussi riche que constructive, surtout pour nos chercheurs et formés qui travaillent entre autres sur le tutorat, ses fonctions, ses modes d'être, son champ d'intervention et ses limites, bien évidemment. Ça a été l'occasion pour eux d'apprécier le fruit de plusieurs années d'expérience et de recherche dans le domaine. L'occasion également de s'ouvrir sur la communauté scientifique qui s'intéresse au tutorat. Tutorat qui prend de plus en plus d'importance, doit-on le rappeler encore une fois, dans nos dispositifs de formation actuels. Ces dispositifs qui s'appuient davantage sur la formation en ligne, surtout dans les situations d'urgence, comme celle de la pandémie. Encore une fois, merci Monsieur Rodet, et nous comptons faire évoluer nos échanges en nouvelles entre nos structures de recherche respectives
à travers des projets de recherche et de collaboration futurs. Maintenant, vous avez un précieux contact au sein de notre structure, qui est M. Rachid Gembour, que je remercie au passage pour ses efforts louables dans cet échange-là. Enfin, je remercie l'ensemble des participants pour l'intérêt qu'ils ont porté à la conférence et pour les échanges effectués. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Alors, j'ai été sollicité, alors c'est un hasard, hein, mais j'ai été sollicité par l'Université de Constantine, l'Université d'Ousta et l'Université de Sousse. Rachid Oui, j'ai été déconnecté et reconnecté. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y avait un petit problème de son, oui. Donc, merci encore une fois, M. Jacques Rodet, pour les précieux éclairages que vous avez apportés aujourd'hui autour du sujet du tutorat. Et comme a dit mon cher collègue, M. Poufet, au nom des enseignants-chercheurs de nos structures, nous accueillerons très favorablement cette collaboration scientifique et on tend la main avec grand plaisir pour notre collaboration scientifique prochaine. Je remercie également les personnes qui ont suivi ce webinaire et on vous donne rendez-vous pour de prochaines manifestations scientifiques. Merci beaucoup d'être là et au plaisir de vous accueillir. Merci à vous et très bonne journée. Merci. À une prochaine.